20h sur la TFM. Mesdames, Messieurs, les titres de l'actualité de ce 20h. Le député Moustapha Diop va incessamment se présenter devant le pôle judiciaire financier. Son immunité parlementaire a été levée ce vendredi par l'Assemblée nationale. 128 députés ont voté pour, contre 3 et 10 abstentions. Lansana Sarr et compagnie placés sous mandat de dépôt ce vendredi. Le maire de Dionewar et ses co-accusés sont poursuivis pour trafic de migrants, association de malfaiteurs, entre autres chefs d'accusation. Il y a 34 ans, 93 soldats sénégalais périssaient dans un crash alors qu'ils revenaient de la Oumra en Arabie Saoudite. Depuis, leurs familles courent toujours derrière leurs indemnités de guerre. Elles ont commémoré l'anniversaire du drame ce matin. À Diogo, dans la zone des Niayes, des tonnes de choux pourrissent sous le regard impuissant des producteurs. Ces derniers alertent et demandent l'érection d'un marché sous-régional pour écouler leurs produits. Voilà pour le sommaire. Le développement dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. L'Assemblée nationale livre Moustapha Diop à la justice. 128 députés ont voté pour la levée de son immunité parlementaire. 3 ont voté contre et 10 se sont abstenus. Le député Moustapha Diop, par ailleurs maire de Louga, pour sa part, clame son innocence et se dit prêt à faire face à la justice pour laver son honneur après les accusations portées par Tabaski Ngom en son encontre. Mamadou Fall. La plénière a suivi la dynamique de la commission ad hoc sur la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Une levée effectuée suite à la requête des juges d'instruction des premiers et 5e cabinets du pôle judiciaire financier. Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar m'a transmis un courrier par lequel les juges d'instruction en charge des premiers et 5e cabinets du pôle judiciaire financier sollicitent la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Donnant suite à cette demande, j'ai saisi Monsieur le Président de l'Assemblée nationale par correspondance numéro 0154 MJ du 10 mars 2025. Le député Moustapha Diop doit se réjouir de la levée de son immunité parlementaire afin de clamer son innocence, explique un député de la majorité. dama jàpp ni sax Moustapha Diop war na mën a gërëm assemblée gërëm commission d'enquête bi pour mu permettre ko mu mën a dem seetal boppam bu fekkee dañ kaa war a taxaw wala ñu entendre que bu fekkee comme tey mooy est-ce que ñu ko war a cité. d'autant plus que ci dossier bi ñu dox il n'a pas été visé par le réquisitoire du procureur de la République même si il y a des personnes dénommées formellement identifiées mais également il y a X nag pour devenir n'importe quelle personne. Mais le concerné demande à ses collègues de se ressaisir. Personne ne pourra prouver sa culpabilité. Si j'ai accepté ce jour de me présenter en personne devant vous pour me défendre, c'est que je n'ai rien à me reprocher. J'ai toujours demandé et voulu comparaître en personne devant le juge en renonçant moi-même à mon immunité parlementaire. Dans cette affaire, je suis innocent et absolument innocent. La dame qui m'accuse n'a pas à ce jour formulé un quelconque commencement de preuve contre moi. Elle se contente juste de me salir comme si cela pouvait la sauver. En effet, comment a-t-elle pu passer de 700 millions de francs CFA qu'elle aurait détourné avec ma complicité à seulement 300 millions qu'elle aurait déclaré m'avoir prêté? Où se trouve la vérité? La vérité est que je n'ai rien à voir dans cette affaire de détournement, même si je connais la dame. Innocent ou non, l'Assemblée nationale a finalement levé son immunité parlementaire. 115 contre 3, abstention 10. L'Assemblée a adopté et par conséquent l'immunité parlementaire de notre collègue Moustapha Diop est levée.
Toujours dans l'actualité judiciaire, sachez que le maire de Dionewar, Lansana Sarr et ses acolytes ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction ce vendredi. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic de migrants, mise en danger de la vie d'autrui et escroquerie. Ils avaient été déférés mardi dernier au parquet financier par la brigade de gendarmerie de Foundiougne dans la région de Fatick. Leur arrestation fait suite à l'interception en haute mer de 2 pirogues transportant 547 migrants. Le 21 mars 1991, 93 djambars périssaient dans un crash d'avion en Arabie Saoudite. C'était juste après la guerre du Golfe. 34 ans après, leurs familles courent toujours derrière leurs indemnités de guerre. Regroupées autour du collectif des orphelins de la guerre du Golfe, elles invitent le gouvernement à régler ce problème qui perdure. Ces familles ont commémoré l'anniversaire du drame ce vendredi. Habib Faye. Ces fils de martyrs se rappellent de leurs parents qui ont perdu leur vie il y a 34 ans aujourd'hui. Ils se sont battus lors de la première guerre du Golfe. 93 parmi ces soldats ont succombé à un crash d'avion. Leurs familles continuent la lutte pour percevoir leurs indemnités. Que l'État nous doit, on est aussi en train de demander la reconnaissance de l'État parce que chaque 21 ans qui passe, on ne sent même pas qu'il y a eu 93 soldats sénégalais qui sont partis défendre les couleurs du Sénégal, les couleurs de la Oumma islamique, les couleurs qui se sont battus pour la paix. Maintenant, ça fait 34 ans, ces fils, leurs enfants vivent toujours, courent toujours pour leur indemnité. Et ce qui est le plus pire encore, ça fait plus de 34 ans, on ne sait même pas où on a enterré nos papas. Un autre problème pour eux, le rêve, c'est de voir les tombes de leurs veillants pères. Ça fait 34 ans, on vit dans le doute. Si c'était par exemple ici à Yoff, on pouvait partir, se recueillir au niveau de leur tombe. Mais c'est en Arabie Saoudite. Bon, on demande à l'État de même dépêcher un avion, de nous amener au niveau de l'Arabie Saoudite, nous recueillir auprès de nos tombes de nos parents. 34 ans de souffrance, il est temps selon eux que l'État leur prête oreille attentive. Chaque année, normalement, je me dis même que c'est l'État qui doit même organiser, ensuite inviter les orphelins. Parce que c'est pas, je me dis que c'est pas, parce que ce sont des gens qui se sont battus avec honneur, qui sont battus pour le Sénégal. Au lieu de commémorer des dates un peu insensées, des dates un peu, bon, des armées françaises, je crois que là, on a un exemple concret de célébration. Parce que l'armée sénégalaise n'a jamais eu autant de pertes. 93, c'est pas quelque chose de peu. Pour rappel, l'avion a transporté 93 djambars sénégalais sur une cohorte de 496 soldats. Ce crash en ratant la piste de la base aéronavale de Ramasha à une soixantaine de kilomètres de la frontière koweïtienne. Habib Faye, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, invite l'intersyndicale des travailleurs de l'aéronautique civile, particulièrement les travailleurs de l'ASECNA, à la table de négociation. Il les appelle à un dialogue sérieux et fructueux. Pour rappel, l'intersyndicale a annoncé une grève de 24 heures renouvelable à compter du 12 avril. C'est pour exiger, entre autres, le paiement intégral des arriérés d'indemnités de spécialité aéronautique. Yankoba Diémé, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, que je vous propose d'écouter. Je voudrais vous lancer un appel pour vous dire la réclamation d'un droit relève d'une liberté pour laquelle nous sommes dans les dispositions de protéger, d'encourager, mais d'encadrer. Je m'adresse à vous ici pour vous dire ce que je vous avais déjà dit lorsque je vous ai reçu dans mon bureau. On ne défonce pas une porte déjà ouverte. Nous restons ouverts. Nous sommes très attentifs aux préoccupations que vous avez posées. C'est remonté au plus haut niveau, mais aujourd'hui, nous allons vous revenir sous peu avec tous les acteurs concernés. Le Premier ministre a déjà ouvert ce que j'appelle le grand bal. Je le dis en toute pudeur, pour qu'ensemble nous nous engageons dans des concertations sincères, francs, sérieuses.
Le budget du Centre régional des œuvres universitaires sociales du Sine Saloum, jugé dérisoire par le SYNAPSES, le syndicat national des personnels de l'enseignement supérieur, estime que l'université a aujourd'hui une dette de près de 7 milliards de francs CFA. Les syndicalistes se sont donné rendez-vous à Fatick pour dénoncer leurs difficiles conditions de travail. Ils ont en outre exigé l'ouverture du campus de Fatick dont les travaux sont terminés. Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. Face à la presse, ces personnels du Centre régional des œuvres universitaires sociales du Sine Saloum ont listé plusieurs difficultés. La première concerne le budget de l'université jugé insuffisant pour couvrir les dépenses sur les 3 campus de Fatick, Kaolack et Kaffrine. La subvention doit être revue à la hausse et rapidement. Le CROUS continue à fonctionner avec la subvention que l'État avait l'habitude de l'octroyer depuis sa création jusqu'à présent. Une subvention de 2 milliards. Alors cette année-ci, l'enseignement supérieur a fait des efforts jusqu'à nous doter encore d'un surplus de 600 millions. Pour votre information, ce surplus-là est déjà consommé. Il y a certains agents qui ne bénéficient pas des allocations familiales, les charges sociales et consorts. On a cédé tout cela pour que le CROUS puisse fonctionner normalement, pour que les étudiants puissent être servis convenablement. La situation devient intenable. Le CROUS du Sine Saloum est lourdement endetté et c'est l'État qui doit l'aider à éponger cette dette pour soulager le personnel et les étudiants dont le nombre s'accroît chaque année. Le CROUS est assis sur une dette qui avoisine les 7 milliards, c'est trop. Cette dette-là, elle a pris une ampleur incommensurable. Et cela ne peut pas continuer, cela ne peut pas prospérer. On veut que l'État fasse le nécessaire le plus rapidement possible pour nous aider. Le SYNAPES a tenu cette déclaration sur le chantier du campus de Fatick en construction. Visiblement, les travaux sont presque terminés. Le nécessaire doit donc être fait pour permettre aux étudiants et au personnel d'occuper ces nouveaux locaux. Les conditions de travail demeurent difficiles. Nous sommes sous location, nos sites sont éparpillés un peu partout, aussi bien à Kaffrine, à Fatick qu'à Kaolack. C'est très difficile. Alors, mais ça ne peut pas prospérer. En tout cas, nous voulons que l'État nous aide à livrer les chantiers. Raison pour laquelle on a convié ce point de presse ici. On a fait la visite de ces chantiers, on a vu l'état d'avancement. Il n'y a plus rien à faire encore, sauf les quelques intrants possibles pour que l'espace puisse être prêt à accueillir les personnes. Pour l'instant, ces syndicalistes optent pour une démarche participative et inclusive, mais n'excluent pas de hausser le ton si leurs revendications ne trouvent pas de solution. Parlons santé à présent. Dans cette édition, le Sénégal doit recruter plus de chirurgiens dentistes pour combler son déficit. En matière de chirurgie, le ratio mondial est de 1000 patients pour un chirurgien dentiste, alors qu'au Sénégal, ce ratio est de 32 000 patients pour un spécialiste. Babacar Ngom, président de la mutuelle de santé des agents de l'État, invite le nouveau régime à rectifier le tir pour mieux soigner les populations. Nous l'écoutons, ces propos sont recueillis par Boubacar Diassi. Donc aujourd'hui, il faut dire que les populations sont venues nombreuses, comme vous l'avez dit, ça traduit un besoin en matière de santé. Et je le rappelle, la norme au plan mondial, c'est 32 000 patients pour un chirurgien dentiste. Et le Sénégal est à 32 000. Vous voyez le gap. Le gap est très profond. Mais pour régler ça, l'État doit s'y employer dans le recrutement de professionnels, en mettant en place des structures sanitaires à tous les niveaux, mais aussi doit être accompagné par les populations, par les collectivités locales ou territoriales, doit être accompagné par les mutuelles et toutes les associations qui s'occupent de santé. C'est la raison pour laquelle notre mutuelle va davantage s'illustrer aux côtés des pouvoirs publics pour être une clé d'accès des populations donc à la santé. Parce que tout provient de la santé des dents. S'il n'y a pas de santé des dents, il y a des conséquences que ça entraîne sur la santé de manière générale. Parce qu'il faut bien mâcher les aliments pour pouvoir permettre une bonne digestion. Et les dents ont des relations au plan spirituel avec le soleil que Dieu nous a donné. C'est la porte d'entrée essentiellement de l'énergie qui anime l'être humain. Je vous le disais en titre, à Diogo, dans la commune de Darou Khoudoss, les producteurs maraîchers sont dans tous leurs états pour cause des tonnes de produits pourrissent dans les périmètres maraîchers, faute d'unités de conservation. Ils exigent la construction d'un marché sous-régional aux légumes à Diogo. Nous retrouvons la correspondance de Cheikh Anta Diop et de Seylatir.
ce village de la zone des Niayes est le premier producteur de choux au Sénégal. Cette année, la production a triplé. Des tonnes de choux poussent dans les champs. Les maraîchers ne peuvent que constater l'étendue des dégâts. Donc on a vu que toute la production sont en train de courir. Ils sont vraiment inquiets de leur sort parce qu'ils sont endettés à travers les banques. Diogo, voilà, mérite pas une chambre froide, mais des chambres froides, vu l'importance de la production que vous voyez en train de courir. Cette situation pousse les maraîchers à exiger la construction d'un marché international de légumes avec toutes les commodités requises. Les camions viennent de partout dans le pays pour s'approvisionner ici à Diogo. Nous faisons de la culture maraîchère. Et regardez ici ce que vous voyez. Vous n'avez pas vu de marché. Nous occupons la voie publique. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on nous délivre un marché. Et la production de Diogo, il n'y a rien à dire, il y a tout ici. On bazarde, on ne peut pas vivre de notre métier. Nous demandons à monsieur le maire de nous délivrer un terrain légal. Le maire de Darou Khoudoss. Même si le terrain est vide, nous allons l'occuper. Le cri du cœur, c'est le marché de Diogo. Et c'est des millions qu'on tripote ici. Et la nuit, où est la sécurité? Tu viens ici, tu vois des dames, de braves dames, 23h jusqu'à minuit. À Diogo, les visiteurs constatent avec un pincement de cœur que des tonnes de légumes pourrissent dans les champs sous le regard impuissant des producteurs. Cheikh Anta Diop, lutte contre la migration irrégulière. La commune de Malicounda mise sur la construction d'infrastructures sociaux de base. Le centre socio-culturel de Malicounda Bambara est prêt à être livré à la population, particulièrement les femmes et les jeunes qui aujourd'hui sont plus tentés par le phénomène. Cet espace, estimé à près de 200 millions de francs CFA, servira de lieu de formation et de rencontre afin de booster l'économie de la commune tout en créant des emplois. Un sujet signé Ndeye Mati Dieng et Mamadou Gueye. Mbour, l'une des localités les plus touchées par la migration irrégulière. Des femmes et des jeunes embarquent dans des pirogues clandestines à la recherche de lendemain meilleur. Pour faire face à cela, la commune de Malicounda a construit un centre socio-culturel. Nous sommes satisfaits et en même temps satisfaction totale. Parce que c'est un bijou qu'il nous a offert qui est parti à des valeurs très importantes. C'est des millions qu'on a investis ici. Nous demandons aussi à la population de Malicounda de considérer ce bijou-là. Comment le considérer? De l'entretenir dans tous les domaines. C'est un investissement de près de 200 millions sur fonds propres. Le maire de Malicounda entend soutenir l'autonomisation financière des femmes et des jeunes. Cette infrastructure vient à son heure puisque dans la zone nord de Malicounda, on avait du mal à trouver des lieux de rencontre. En tout cas, des infrastructures qui pouvaient abriter des conférences, des rencontres ou bien même des sessions de formation. C'est pourquoi on l'a construit ici, avec une grande salle au rez-de-chaussée qui peut accueillir jusqu'à 500 personnes, une salle de spectacle, une salle de plénière, toutes sortes de rencontres. Mais également à l'étage, nous avons privilégié la formation, notamment la formation des femmes et des jeunes. C'est pourquoi il y a 2 grandes salles de formation. Il y a un restaurant en cas de formation, il y a des salles d'atelier aux besoins et également il y a des chambres d'hôtes pour les populations. Ça va être un centre d'incubation dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'entrepreneuriat et dans le domaine du développement local. Même les femmes aujourd'hui sont tentées par l'immigration clandestine. Il faut rappeler qu'il y a le centre de formation en hôtellerie et restauration de Niamey que nous avons construit dans le sud, en tout cas qui forme des jeunes et leur donne de l'emploi. Je crois que tout cela, c'est un ensemble d'offres, en tout cas de formation et d'emploi, qui pourrait contribuer de manière symbolique à ce que, en tout cas, l'immigration clandestine puisse être combattue. La jeunesse de Malicounda compte se l'approprier. On ne va pas s'arrêter à Warang parce qu'on Toutes nos excuses pour la coupure de cet élément. Nous restons à Mbour où l'ADER a procédé à la remise de 15 pirogues en fibre de verre aux pêcheurs. Ces pirogues, fabriquées par des artisans sénégalais, participent à la modernisation de la pêche en allégeant les difficultés des acteurs. La déléguée générale de l'ADER, Aïda Mbodj, qui a présidé la cérémonie, a incité les bénéficiaires à rembourser normalement leur crédit afin de permettre à la structure qu'elle dirige de pouvoir financer d'autres pêcheurs. Aïda Mbodj, que nous écoutons au micro de Ndeye Mati Dieng. Dans le cadre de ces interventions, l'ADER-FJ travaille à adresser les besoins de tous les maillons de la chaîne de valeur afin d'impacter de la production à la consommation sur son économie locale. À cet effet,
L'ADER, à travers ses différents guichets de financement, a injecté dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture plus de 16 milliards de francs CFA pour près de 17 000 initiatives entrepreneuriales, dont 55% portées par des femmes. Nous allons procéder, mesdames, messieurs, à la remise de 15 pirogues en fibre de verre et de matériel de pêche qui se rajoutent au lot déjà livré. Depuis mon arrivée à la tête de l'ADER, nous avons pu remettre 50 pirogues en fibre de verre compte tenu des 15 d'aujourd'hui. Cette cérémonie marque une étape importante dans le processus de modernisation de la chaîne de valeur pêche et démontre notre engagement à soutenir les projets du secteur primaire dont l'essor est primordial pour notre souveraineté alimentaire. Chers bénéficiaires, je vous confie ce matériel sans réserve, car je sais que vous saurez en faire bon usage. Seulement, je vous exhorte à être exemplaires sur le remboursement. Une première en Afrique subsaharienne. Le Sénégal va extraire les déchets pétroliers en mer. Une initiative de Sawa Petroleum qui vise à lutter contre la pollution marine. L'entreprise a effectué le premier essai pour tester sa logistique. Désormais, les déchets seront collectés, transportés et stockés avant d'être valorisés. N'est-ce pas, Habib Faye? Cet exercice consiste à extraire les déchets pétroliers dans l'eau. C'est une première au Sénégal après l'extraction du pétrole. Sawa Petroleum vient en appoint pour combattre la pollution marine avec des logistiques de haute définition. Il s'agit d'un écrémeur et de différents types de barrages qui peut nous aider donc en cette période de oil and gas comme on dit ici au Sénégal. Ça consiste à ce qu'on appelle un processus de séparation de l'huile au niveau de l'océan et de l'eau. Donc on a ce qu'on appelle l'écrémeur quand il y a un déversement d'hydrocarbures. Ce qu'on appelle un déversement quand il y a donc comme le nom l'indique de l'hydrocarbure qui s'écoule dans l'océan. Donc nous avons ces machines ce qu'on appelle les écrémeurs qui font la différence, qui prend l'huile et qui laisse l'eau. Donc c'est ça que nous avons amené ici au Sénégal. Une lutte contre la pollution et de manière générale au niveau du secteur pétrolier, de manière particulière la pollution des pétrolières. Des déchets qui ne seront pas mis à la poubelle. Les déchets seront valorisés. Donc la majeure partie des déchets que nous allons récupérer seront donc valorisés et seront transformés par exemple en énergie alternative, en combustible alternatif, en d'autres choses qu'on peut utiliser pour l'environnement, que l'environnement soit sauvegardé. Des opérations qui doivent être menées avant que disparaissent les ressources halieutiques. Sawa Petroleum invite le gouvernement au travail. Nous tendons la main à tous les acteurs sénégalais, et d'abord sénégalais, et puis de l'international. Un des dangers justement de la pollution marine, c'est-à-dire tout ce que les espèces dans l'halieutique. Donc ce sont des choses, c'est pour ça que ce sont des opérations très importantes qui doivent être très rapidement menées. C'est pour ça que nous avons un système, comme vous voyez, les machines ont été montées et démontées en quelques minutes. Cette action d'extraire l'huile dans l'eau participe dans la lutte contre la pollution. D'où l'objectif de l'entreprise qui collecte, transporte et stocke les déchets pétroliers après l'élimination avant de les valoriser. Un sujet de Habib Faye. Pour les femmes, un accès égalitaire au service de la justice. C'est autour de ce thème que s'est déroulée la journée porte ouverte organisée par l'Association des femmes greffières du Sénégal. Occasion saisie par ces greffières pour faire la promotion de leur métier auprès des femmes du Sénégal. L'économie de cette rencontre avec Dissa Prera. Est le garant de toute la procédure, mais aussi de toute décision qui émane de la justice. C'est lui l'agent qui en assure l'authenticité et l'assurance. Donc, lorsqu'un justiciable veut rester en justice, il s'adresse en premier au greffier. Par assignation, par plainte, par citation directe, par tous les actes introductifs d'instance qui sont prévus par les textes. Toutefois, cet acte introductif d'instance est reçu par le greffier procède à ce qu'on appelle l'enrôlement du dossier, après bien évidemment avoir reçu toutes les pièces afférentes à la procédure. Si toutefois cette phase est dépassée, le greffier remet le dossier au juge. Donc le juge fait son travail. Le travail du juge consiste à dire le droit. Dire le droit, c'est quoi? Dire le droit, c'est par rapport aux faits qui sont soumis au juge, que le juge fasse une bonne application.
Cette journée porte ouverte est aussi une occasion pour l'Association des femmes greffières du Sénégal de faire la promotion de ce métier essentiel dans la vie de la justice sénégalaise où il y a peu de femmes. Pourquoi le choix de ce thème? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu un effectif féminin très réduit dans le corps. Donc on s'est dit le pourquoi. Pourquoi il y a peu de femmes dans ce corps? Dans ce corps qui aujourd'hui est un corps très attrayant parce que relevant de la hiérarchie A2. Certainement par méconnaissance. Donc le constat c'était que le greffe n'est pas connu. Donc on s'est dit aujourd'hui, dans le cadre de l'Association des femmes greffières du Sénégal, on va essayer de faire une sensibilisation et une promotion de notre métier. Pour les femmes, un accès égalitaire au service de la justice est le thème de ces journées portes ouvertes. La FGS espère ainsi sensibiliser davantage les jeunes femmes à embrasser une carrière de greffière. Dissa Préra, le chef de la brigade régionale de l'hygiène de Dakar, plaide pour un renforcement des ressources humaines et logistiques. Selon le capitaine Idriss Ndiaye, cela leur facilitera davantage le travail dans le rôle que le service de l'hygiène doit jouer pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Il s'exprimait ce matin à Pikine après la revue des troupes et une visite de terrain pour s'enquérir de l'hygiène et de la qualité des aliments préparés dans certains gargotes de la localité. Le capitaine Idriss Ndiaye au micro d'Ablaye Patéan. Le thème qui est choisi cette année, je pense que répond un peu sur certains aspects à ce que nous faisons au niveau du service national de l'hygiène. Parce que c'est la souveraineté industrielle et technologique par rapport aux forces de défense et de sécurité. Donc sur ces aspects-là, il y a beaucoup d'aspects qu'on peut évoquer. C'est surtout par rapport au contrôle physique, chimique, bactériologique de l'eau que l'État nous demande d'assurer à travers le code de l'hygiène. C'est surtout le contrôle que nous pouvons faire par rapport à l'huile de friture. Donc là également, il y a une certaine autonomie avec la mise à notre disposition d'un testeur qui nous permet d'apprécier la qualité de l'huile. Vous savez que l'huile usagée peut avoir des conséquences vraiment sur le plan purement sanitaire. Donc d'abord le renforcement de la logistique de manière générale, ça également ça va participer un peu à notre souveraineté. C'est le renforcement de l'effectif, mais surtout un effectif qui est capable sur certains aspects de pouvoir faire des activités. C'est le cas donc du recrutement par exemple d'environnementalistes, c'est le cas du recrutement par exemple donc de chimistes, c'est le cas du recrutement par exemple de biologistes. Parce que tous ces profils-là... C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.